Bonjour à tous. Alors effectivement, comme le mettait ma diapo tout à fait initiale, on fait du soin palliatif de personnes âgées aux urgences, même si on ne le souhaite pas, mais ça s'impose à nous, quoi qu'on veuille. Alors j'aurais pu vous faire différentes situations, par exemple le patient qui arrive en coma aux urgences et pour lequel il faut prendre une décision immédiate. J'ai choisi plutôt un cas clinique de détresse respiratoire, ce qui est quand même un mode d'entrée aux urgences des personnes très âgées, très fréquent. Donc je vous propose Madame G, 86 ans, qui arrive le dimanche à 23 h dans un service des urgences saturé. Rassurez-vous, il est aussi saturé les autres jours et aux autres heures. Moi, je suis un médecin de soins aigus, je sais faire que ça, il ne faut pas m'en vouloir. Depuis, entre la médecine interne, la rhumatologie, puis la gériatrie, et j'ai toujours, par contre, été confronté à plusieurs étapes dans ma carrière. La première, c'est que j'étais persuadé, en étant interne, enfin, après des années de concours et d'échecs, que j'allais guérir le monde. Erreur. Deuxième erreur, je pensais qu'il n'y avait pas de gens âgés dans les hôpitaux, parce que la médecine des gens âgés n'a pas été apprise dans mon programme d'internat, ça n'existait pas. Pas plus que le mot soins palliatifs, pas plus que la maladie Alzheimer qui ne faisait pas partie du programme de l'internat. Donc il a fallu s'y mettre après, et c'est le but. Alors le titre qui m'a été confié, c'est « Pour ou contre l'accompagnement d'une personne âgée en soins palliatifs ». Diapositive suivante. Donc ça, je n'ai pas bien d'intérêt avec cette communication. Diapositive suivante. Et je vais donc aborder avec vous ces 3 points. Comment on définit une personne âgée, parce que ce n'est pas forcément une définition homogène, et c'est plutôt une définition professionnelle, et pour la compte, elle n'est pas toujours perçue par tout le monde de la même façon. Et comment on définit une personne âgée malade, du moins dans son prisme, dans son parcours, dans son séjour hospitalier, qui va passer souvent par du non programmé aux urgences, lui qui reviendra, puis après une hospitalisation aiguë, éventuellement une hospitalisation subaiguë ou éventuellement un changement radical de cadre de vie. Le deuxième, c'est que je me suis replongé dans vos données, dans les piliers de la médecine palliative. J'ai changé hier soir. Moi, la médecine palliative, je l'ai découvert avec un nom célèbre, Charles-Henri Rapin, à Genève, en 87, où j'étais en mobilité, comme on dit. Et c'était un bonhomme assez convaincant, je ne vous le cache pas. Et en pratique, comment fait-on? Donc, diapositive suivante. Donc quelques chiffres quand même, parce que c'est toujours ce qui doit être pris en compte quand on construit un projet de soins. Et maintenant, dans les projets de soins hospitaliers, on ne peut pas faire abstraction du projet d'aval. Autrement dit, d'aval, c'est que deviennent les gens, et les unités de soins palliatifs doivent être intégrées à ça. Et on se heurte bien sûr à une inégalité territoriale dont nous sommes bien involontaires, mais que nous devons prendre en considération aussi. Donc il y a 69 millions de gens dans notre joli pays, et on a franchi en 2021 une courbe, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens de moins de 18 ans que de gens de plus de 65 ans. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? En tout cas, moi, ça ne me traumatise pas beaucoup, mais il va falloir prendre en considération le poids de santé de cette population de 20% de gens de plus de 65 ans, qui est donc de 15 millions de personnes environ. Et alors, nous, clairement, avant 75 ans, je ne sais pas soigner les gens. Donc, on considère, c'est toujours une blague que je fais, chaque fois qu'on me propose des malades, je dis, ah, je ne peux pas, il a 74 ans, je ne sais pas les soigner. Et généralement, le dialogue s'arrête là, avec un peu de mauvaise volonté, vous l'avez compris. En gros, nous, c'est 75 ans, l'âge où on pense raisonnablement que les caractéristiques des personnes âgées et des personnes âgées malades leur confèrent le titre de personnes relevant éventuellement d'une filière gériatrique. Les caractéristiques des gens âgés, l'espérance de vie, plutôt l'espérance de vie sans incapacité, l'autonomie, indépendance fonctionnelle. Alors moi, je lutte depuis longtemps pour ne plus parler de dépendance, plus parler de 5e risque, mais parler de préserver l'indépendance fonctionnelle. C'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus valorisant, mais la sémantique est importante. La fragilité, qui est un mot-clé de la gériatrie et de la prise en charge que vous faites tous les jours, et enfin les comorbidités. Diapositive suivante. Le problème, il est là, ce sont ces comorbidités. Dans les comorbidités, vous avez ici sur des couleurs qui vont du 0 maladie, c'est le bleu clair, et puis vous avez le bleu très foncé. Vous avez en abscisse l'âge des gens, et vous voyez bien sûr, et je vous apprends peu de choses, que les comorbidités augmentent de façon très significative, puisque vous voyez que dans la tranche d'âge après 75 ans, on est aux alentours de 6 comorbidités. La première des comorbidités, j'ai dit comorbidité, c'est les yeux.
avec la cataracte, puis les ennuis éventuellement. Puis après, il y a d'autres comorbidités que vous connaissez très bien et qui sont les grosses maladies chroniques avec des conséquences. Et donc ça, c'est des comorbidités majeures. Je pense au diabète, je pense à l'insuffisance cardiaque, je pense bien sûr aux pathologies oncologiques. Donc les comorbidités, les nombres de maladies, ça c'est la multimorbidité, c'est un mauvais indicateur. Ce qu'il faut utiliser, c'est les comorbidités. Quand vous prenez en charge une personne, vous avez une liste de maladies dans un temps plus ou moins long, et là on est toujours dans des dizaines d'années, qui se sont accumulées. Ces maladies ont généré elles-mêmes des déficiences, des incapacités ou des handicaps, mais au milieu de ces maladies, il y en a certaines qui cognent beaucoup plus que d'autres dans l'espérance de vie sans incapacité, dans le projet de soins, dans la prise en charge de ces personnes. Diapositive suivante. Alors voilà, nous, ce que l'on assume comme position de personnes âgées, pourquoi pas venant aux urgences ou qui nous seraient proposées dans une entrée directe. Donc des garçons ou des filles de plus de 75 ans qui ont une polypathologie, j'ai bien insisté sur plutôt utiliser le terme de comorbidité que de multimorbidité, qui sont à risque de perte d'indépendance fonctionnelle, et d'autonomie, ça c'est un mot qui vous est cher, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, qui ont des syndromes gériatriques. Alors la médecine, telle que nous on l'a appris, et moi je suis enseignant d'une faculté, la médecine gériatrique, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas des maladies, c'est beaucoup des syndromes gériatriques. Autrement dit, dans les syndromes gériatriques, le syndrome gériatrique par excellence, pour vous, c'est quoi? Il n'y a pas de piège, hein? C'est les chutes. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas grave, c'est une chute. C'est juste un col du fémur, et le col du fémur, vous connaissez les conséquences. Alors les autres syndromes gériatriques, c'est la malnutrition, qui relève de plusieurs causes. C'est la fragilité, cet état de baisse des capacités de résistance d'une personne qui, en cas de stress, vont le faire décompenser en cascade. C'est l'incontinence urinaire. Ce n'est pas une seule cause, c'est des causes, c'est un environnement. Et ça, c'est le cœur du métier des personnes comme vous, comme moi, qui prenons en charge des seniors. Alors, la prise en charge est volontiers globale, médico-psychosociale. Sans assistante sociale, ce n'est pas un service de gériatrie. Ça n'existe pas. Mon patron, qui avait créé le service de gériatrie en 90, où j'étais chef de clinique, à l'époque, je n'avais pas de cheveux blancs. Comme disaient mes aides-soignantes, M. Chassagne a les cheveux poivre et sel, et maintenant, elle est franchement sel. Vous voyez comment le mauvais caractère se fait. Avait commencé par mettre le bureau de l'assistante sociale, alors que nous, on n'avait même pas engagé, mais il avait une vision extrêmement positive de ce métier, mais extrêmement nécessaire. Et c'est un temps qui est bien sûr fondamental, et la fragilité, je vous en ai parlé. Alors après, évidemment, ces personnes polypathologiques, elles ont volontiers un cœur qui souffre, volontiers un antécédent de cancer ou un nouveau cancer. Dans le service que j'ai eu le plaisir d'animer, à peu près 22% des gens avaient une pathologie oncologique dans les antécédents et 20% avaient toujours une pathologie oncologique en cours qui était éventuellement un autre site. Parce que le vieillissement, et je vais vous le montrer tout à l'heure, est le principal vecteur de survenue d'une pathologie tumorale. Notre environnement est lié à l'âge. Et puis le déclin cognitif, qu'on le veuille ou non, 25% des gens après 80 ans ont un déclin cognitif. Je n'ai pas parlé de maladie d'Alzheimer, j'ai dit un déclin cognitif, et il peut y avoir une maladie d'Alzheimer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est juste pour vous illustrer cette donnée de 2023, donc c'est très récent. Diapositive suivante, qui vous montre des choses fort intéressantes pour se projeter dans la typologie, dans les caractéristiques des gens âgés que nous prenons en charge dans les hôpitaux et que vous prenez en charge partout dans vos exercices. Sur la partie gauche, vous avez les garçons, sur la partie droite, vous avez les filles, et vous avez donc en bas le taux de pathologie oncologique prise en compte qui était de 124 290, donc l'année c'est 1990, et donc 30 ans plus tard, on a doublé le chiffre des pathologies oncologiques qui sont prises en charge chaque année, puisqu'elle est de 244 000 quelque chose. Mes lunettes devraient être refaites parce que c'est petit. Ce qui est important de voir, c'est surtout la partie orange. La partie orange, c'est l'attribution au vieillissement de la survenue du cancer. Et vous voyez que le principal déterminant, que ce soit en particulier chez les hommes, c'est le vieillissement. Autrement dit, le vieillissement que nous avons tous ensemble produit avec la qualité des soins que nous faisons, produit des années d'exposition aux facteurs oncogènes et un risque de cancer qui augmente de façon extrêmement importante. Et ça
Ça veut dire qu'il va falloir imaginer un système de santé qui prenne en charge de façon curative ces personnes avec un cancer, mais il va aussi falloir imaginer des situations d'accompagnement au long cours de ces personnes, et les fonctionnements des hôpitaux, qu'on le veuille ou non, sont dictés par une obligation de durée de séjour. Le gros mot est dit. Et il faut en quelques jours gérer et faire un projet de soins et bien sûr s'appuyer sur les relais dont vous faites partie dans les programmes de soins palliatifs. Diapositive suivante. Alors vous voyez bon, les deux chiffres, diapositive suivante. Alors le cœur, je vous ai parlé du cœur parce que Luc y reviendra tout à l'heure, je l'espère. Cette insuffisance cardiaque, cette maladie qui fait partie du plan actuellement avec le plan anti-chute qui est beaucoup posé sur les médias, vous savez que le poids, le PEF, hein, comme on appelle maintenant, c'est 1,5 million de personnes, la fréquence est de 15% après 85 ans, et puis 3/4 des personnes qui ont une insuffisance cardiaque ont plus de 75 ans. Donc qui dit néo-insuffisance cardiaque dit volontiers survenue chez une personne âgée. Et encore une fois, il va falloir faire ça, sauf que l'insuffisance cardiaque, vous le savez, n'est pas une maladie linéaire, et le premier symptôme de l'insuffisance cardiaque, vous le connaissez, c'est l'essoufflement. Et l'essoufflement, on tombe dans une intolérance de ce signe. On ne peut pas tolérer que quelqu'un soit essoufflé devant nous sans tenter de faire quelque chose pour son confort. Alors les conséquences vous sont connues, hein, la qualité et l'espérance de vie sont très altérées, les réhospitalisations non programmées, et ça c'est un problème, quel que soit le cas de figure qu'on fait, comme l'insuffisance cardiaque n'est pas une maladie qui est toujours de la même façon, on est souvent obligé de réhospitaliser ces gens-là. Regardez ce taux, 50% des gens qui sont venus aux urgences pour une insuffisance cardiaque qui n'était pas stable reviennent dans le mois. Donc, c'est évidemment un challenge absolument terrible. Alors, si je reviens 3 fois en 3 mois, est-ce que je ne serai pas en soins palliatifs de mon insuffisance cardiaque? C'est la question que je vous pose. En tout cas, quand on a une insuffisance cardiaque, d'un point de vue définition, c'est une inadaptation de mon cœur aux besoins de la vie de tous les jours. Le seul traitement curatif de l'insuffisance cardiaque, c'est la greffe de cœur, que l'on ne pratique pas beaucoup chez les gens âgés. Donc, on a une insuffisance cardiaque et on est en soins palliatifs d'une cardiopathie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas soigner ces gens, éventuellement avec des complexités thérapeutiques et des mesures globales. Mais il faut quand même... Alors, si vous dites à un cardiologue qui fait du soin palliatif, il vous saute dessus. Moi, j'ai plein de copains cardiologues et je fais gaffe parce que maintenant, je suis client, vu mon grand âge, et ils disent « mais c'est pas vrai, je te soigne une insuffisance cardiaque ». Je dis « mais tu les guéris ?» « Ah ben non ». Je dis, tu les soignes, tu les mets en rémission, tu les stabilises. Mais c'est toute cette... Je vais vous parler du problème de l'insuffisance respiratoire chronique, conséquence d'une BPCO. Est-ce qu'on guérit ces gens? Pas certain. Est-ce que le mot métastase d'un cancer vous évoque une situation palliative? La réponse est oui. On ne guérit pas d'un cancer stade 4, mais on en met un certain nombre en rémission, en améliore. Vous voyez toute cette présentation que les médecins doivent accepter dans leur exercice tous les jours. Et puis, première cause de décès hospitalier, c'est anecdotique. Diapositive suivante, anecdotique parce qu'on n'y peut pas grand-chose. Alors, si je réponds à mon premier épisode, est-ce que les gériatres ont besoin des soins palliatifs? Alors, moi, je dirais que les gériatres, ils appréhendent globalement la personne qui est très rarement monopathologique. La deuxième point, c'est que les situations de soins curatifs, contrairement à ce que je pensais dans ma jeune carrière, sont finalement peu nombreuses. Et elles sont beaucoup plus difficiles avec le temps parce que j'ai beaucoup plus de maladies chroniques à soigner. Le troisième point, c'est que les urgences vitales sont très rares en gériatrie et elles sont soignées aux urgences ou dans le 15. Nous, on intervient en médecine aiguë dans des situations qui se dégradent au cours des jours, mais on n'est pas confronté à... Enfin, rarement. Et quand il y avait une alerte dans le service, c'est plutôt moi qu'on venait chercher et mon annonce, c'était plutôt « calmons-nous ». Parce que c'était des grands âges avec des projets particuliers. Ce qu'on a mis en premier, et je vous entendais ce matin parler, entretien des personnes, des médecins et des familles. On ne peut pas dissocier ce triangle. Les personnes, c'est difficile, mais on y arrive parce que ça a été décrit ce matin, il faut du temps, de la patience, on y arrive. Les médecins au pluriel, ça c'est compliqué, parce que, allez, je vais utiliser un senior à un spécialiste des yeux, un spécialiste du cœur, un médecin généraliste, un dermatologue, un diabétologue, voilà. Et tout ça, il faut que ça cohabite. Ça ne cohabite pas, les médecins. Les médecins, c'est moi, c'est plus important que toi. Je plaisante, hein, mais ça peut arriver quand même, cette ignorance. J'ai des noms.
Et puis, j'ai mis respect relatif de l'autonomie parce qu'il y a des mots qu'on nous utilise beaucoup, l'autonomie, il faut respecter l'autonomie. Vous l'utilisez en soins palliatifs, on l'utilise en gériatrie, mais ce n'est pas si simple que ça de respecter l'autonomie des gens, à commencer par ceux qui ont un trouble neurocognitif majeur. Diapositive suivante. Les piliers de la médecine palliative, diapositive suivante, je vais vous poser un QCM pour voir si vous êtes là. Non, non, je me suis juste promené dans les piliers, et comme disait Rapin, Chassagne, tu dis des conneries, viens, on va boire une bière, et il avait tout résumé, mon ignorance. L'humanité des soins, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas mis dans mon métier, mais je pense, et je l'affiche, on a tenté de le faire, on n'y est peut-être pas tous arrivés. Le respect, la compassion, la bienveillance. La proportionnalité des soins, ça c'est une dimension qui s'acquiert quand vous commencez à avoir des cheveux blancs en tant que médecin. Quand vous êtes jeune, moi, le privilège d'un hôpital universitaire, c'est de former des jeunes. Les jeunes, ils arrivent avec le couteau entre les dents, le diplôme tout sec, tout neuf, et on y va. Et donc, si vous n'avez pas une perf, 2 sondes urinaires, de l'oxygène, 3 prises de sang dans les 3 jours, c'est pas de la médecine. C'est presque des soins palliatifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais d'un autre côté, arrêter de faire des prises de sang à des gens qui sont passés en soins palliatifs pose problème. On est obligé de le répéter. Arrêtez de surveiller cet hémogramme pour rechercher une anémie, puisque de toute façon, vous avez décidé de ne plus le transfuser. Ah, mais c'était pour voir. Pour voir au poker, ça peut coûter cher. Hein. Soulager sans générer de douleur et d'inconfort. Et là, on tombe dans un mot que j'utilise beaucoup, qui est la dépendance iatrogène. C'est-à-dire que quand vous rentrez à l'hôpital, on crée une dépendance. On vous installe dans une chambre, plus ou moins d'architecture adaptée, vous avez une perfusion au bras, vous avez une sonde dans l'oxygène, dans le nez. Si vous respirez et que vous enlevez la sonde, on va vous mettre un masque à haute concentration. Hein. Vous ne tenez pas 5 minutes avec un masque à haute concentration, puis on va mettre une sonde dans la vessie, puis tous les tuyaux possibles. Mais avec ça, il ne faut pas qu'ils perdent de l'autonomie fonctionnelle, il faut qu'ils marchent. Et là, vous voyez la kiné qui arrive avec ses 4 bras, telle la princesse Shiva, et qui dit « Lâchez-vous ». Mais lâchez quoi ? Et moi, j'avais la réputation d'enlever toutes les perfusions, et des fois, je les enlevais un peu trop. On me disait le lendemain, j'ai été obligé de le repiquer. Mais j'assume. Respect de l'autonomie relatif et donc la notion de consentement. Diapositive suivante. Et Sylvie m'a demandé d'aborder ça un petit peu sur cette pratique. En pratique, allez-y, avancez. Diapositive suivante. Alors, je vous propose cette fois-ci une petite vignette. C'est un garçon de 85 ans qui est marié, qui vit à domicile avec son épouse. Ses antécédents vous sont résumés ici. Accident vasculaire cérébral et quelques séquelles locomotrices. Un trouble neurocognitif majeur, vous l'appelez syndrome démentiel, ce n'est pas un gros mot. On est entre nous. C'est intéressant la sémantique. Hein. On parlait de démence, c'était pas beau. On a parlé de syndrome démentiel, c'était plutôt une entité à l'intérieur duquel vous aviez la maladie d'Alzheimer, les démences vasculaires. Puis on a enlevé ça pour mettre trouble neurocognitif majeur, ce qui ne parle à personne. Et maintenant on dit trouble neurocognitif majeur. Ah, vous avez de la chance, vous c'est du mineur. Mais en tout cas, lui, il est majeur avec un MMS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un test global de mémoire où on vous demande des choses, comme par exemple, en trancher 4 x 7 de 100. Allez hop, sans vous tromper. Il faut être bien en forme hein, quand même. Donc lui, il a un net déclin cognitif de 15 sur 30. Il a un état dépressif chronique. Il a une hypertension artérielle, une fibrillation atriale, donc une arythmie du cœur, et donc quelques syndromes gériatriques, les chutes, la dénutrition, l'incontinence urinaire. Celui-là, il est pour nous. Hein. Donc, il est admis pour chute, c'est un vendredi, nous y sommes. Et à l'examen d'entrée, on lui fait un électrocardiogramme. On rigole pas, nous, on fait des électrocardiogrammes. Diapositive suivante. Et cet électrocardiogramme, que vous savez peut-être lire ou peut-être avec quelques difficultés, montre une arythmie lente. Le cœur est lent, mais il est tellement lent qu'il traduit, il y a des faisceaux électriques dans le cœur et ces faisceaux électriques sont cassés. Et donc, il a un bloc complet, et donc le risque, c'est la syncope, et le risque, c'est l'arrêt cardiaque. Et le traitement, c'est mettre un pacemaker, une pile. Alors, on y va ? Alors, on vous déroule le catalogue, comme on fait. Donc, il est vu par l'interne, il est vu par le senior. Tout ça, ça roule, c'est une mécanique. Hein. On parlait tout à l'heure avec Marine, c'est ça votre prénom ? Le service de médecine gériatrique, c'est 2400 entrées par an. 9 jours, 5 de moyenne. 88 ans de moyenne d'âge. Donc, on a ça. Diapositive suivante. Donc, il a ce bloc complet, il justifierait. Et puis,
le terrain de démence, pas terrain, excusez-moi, et d'état dépressif chronique. Son épouse nous dit très bien, et lui dit, moi c'est fini, j'en veux plus, je veux plus vivre. J'ai pas envie de me suicider, mais je veux plus vivre. Vous voyez, ce discours un peu émouvant quand on le prend en plein dans les dents, alors qu'on arrive et qu'on va vous mettre un pacemaker. Vous voyez, on est un peu différentiel. Hein. L'information est peu contributive parce qu'il comprend difficilement ce qu'on lui dit. On la relaie à son épouse. Il y a une grosse explication qui est faite à son épouse par l'interne et le médecin de mon équipe. Et comme toujours, on dit, on vous revoit dans 48 heures. Il est hospitalisé dans le service pour revoir comment vous allez. Diapositive suivante. Et moi, je traîne un peu... Alors, à gauche, c'est l'inventeur du pacemaker dans les années 50. Même pas qu'il existait, lui, c'est un Suédois qui a inventé le pacemaker. Et donc, je croise son épouse qui me dit, j'ai beaucoup réfléchi, je ne peux pas répondre parce que vous me demandez de décider si on lui met la pile ou pas. Et si on ne lui met pas la pile, il va mourir. Et ça fait 3 jours que je ne dors plus. Alors, en plus, il a sa mémoire. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on avait fait une grosse explication, peut-être une énorme, grande application. On vous laisse réfléchir à cette perspective thérapeutique de mettre la pile. Et elle l'a intégrée comme c'est à moi de décider. Ce qui était proprement odieux comme façon. Ce n'était pas le sens de ce qui avait été fait, je vous le garantis, le premier jour, mais c'était ce qui avait été fait. Et là, on ne peut pas nous dire qu'on a été trop vite. On va se revoir. Mais on peut nous dire qu'on n'avait pas bien cerné la résistance de l'aidant naturel à ce stress qui était de décider d'une intervention qui n'est pas une opération, je vous le dis, majeure. Hein, ça se fait sous anesthésie locale, ce n'est pas un chantier. Hein. Diapositive suivante. Donc là, souhait des personnes, lui dit « je veux mourir », mais il n'a pas dit « je ne veux pas de pile ». Du médecin, lui dit « pile hein ». Et du projet de soins, qui dit pas de pile, dit on fait quoi? On le renvoie à la maison, faire sa mort subite chez lui, sous contrôle de sa femme? Des petites questions hein, quand même, hein, mais c'est des vraies questions. Diapositive suivante. Alors voilà, moi mon triangle il a été ça, je vous le soumets. Moi, il m'a sauvé de plein de situations et surtout, il est pédagogique. Dans un projet de soins, dans une maladie chronique ou dans une décision d'opération, dans une décision de mettre en place une hémodialyse, dans une décision de mettre en place un traitement anticancéreux, une polychimiothérapie, tout ce que vous voulez, il y a 3 paramètres à prendre en considération. Il y a l'espérance de vie, c'est ce que je faisais il y a 20 ans. Il faut qu'il vive. Donc, il faut mettre le traitement B19 en route et la pile Z40. Ensuite, vous avez la qualité de vie. Ben, il sera mieux avec sa pile. Bon. Peut-être, peut-être pas. Et puis l'indépendance fonctionnelle. Est-ce que la pile va lui restaurer de l'indépendance fonctionnelle? Ben, si son cœur fonctionne, il va pouvoir marcher. Si son cœur fonctionne, il va pouvoir vivre. Si son cœur fonctionne, il va peut-être pas revenir à l'hôpital pour des malaises. Vous voyez comment on peut jongler dans un projet thérapeutique. Et vous pouvez l'appliquer à tout. Vous faites une prothèse totale de hanche chez quelqu'un qui ne peut plus marcher, qui ne peut plus faire 100 mètres, qui ne peut plus aller faire ses courses, qui ne peut plus aller déjeuner en famille. Vous n'allez pas modifier l'espérance de vie avec la prothèse de hanche. Vous n'allez pas modifier autre chose que sa qualité de vie, et c'est important, et son indépendance fonctionnelle. Ce petit triangle-là, moi, il m'a servi beaucoup pour dire « j'y vais pas ». Diapositive suivante. Alors, voilà ce qu'on a fait. Donc, moi, j'ai repris la main de façon tout à fait malhonnête, en percutant un peu qu'on avait été trop loin, en disant « écoutez, on a vu le dossier de votre mari en ensemble. Très clairement, nous ne sommes pas favorables. Je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable. Je me suis mouillé un peu à lui mettre la pile parce qu'il ne veut pas, parce qu'il est épuisé, parce que voilà. » Et qu'est-ce qu'on a fait de son autonomie? Ben, je ne peux pas vous le dire très bien. On va dire qu'il est une pathologie démentielle, donc il n'a pas son autonomie, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait après? Vous voulez le savoir, hein, quand même. Ben, heureusement, on a des copains et des copines, en tout bien, tout honneur. Hein. Et notamment une amie qui est en soins de suite et qui nous a accepté ce patient qui est décédé dans son sommeil dans les jours qui ont suivi d'un arrêt cardiaque. Donc, sa femme n'a pas été pressée par ça. On pense que c'est une forme de soins palliatifs qui a permis de... Voilà, elle venait le voir tous les jours, ils ont discuté, enfin, voilà, on a fait un truc. Diapositive suivante. Alors maintenant, comment on parle de compétences, de consentement en gériatrie? Alors ça, c'est la plus grande revue de médecine du monde. Comme disait un président, si tu n'as pas écrit dans le New England, tu as raté ta vie à 50 ans. J'ai raté ma vie. Parce que c'est une revue extrêmement difficile. Et c'est le modèle CARE.
compréhension, appréciation, raisonnement, expression des choix. Et là, on est vraiment, je pense, dans votre discipline. Et vous allez voir comment ça se passe. Diapositive suivante. Alors, c'est à manger, mais vous allez l'avoir en plus gros. Vous avez sur la partie gauche, vous avez les capacités de communiquer. Donc, le patient explique clairement les préférences de son traitement. Il pose au patient s'il y a des traitements alternatifs et le patient en discute. Et puis, vous voyez, à la 4e colonne, vous voyez apparaître quelles sont les questions que le médecin, le soignant peut poser. Alors, vous voyez, est-ce que vous avez décidé si vous souhaitez ou pas suivre l'avis de votre docteur? Vous voyez? Donc là, on est dans le modèle. Donc la première ligne, c'est la capacité à communiquer. J'ai bien relevé les informations. Comment voulez-vous qu'un homme de 85 ans dément comprenne ce que ça veut dire une pile pour un PM, pour un BAV? À part, il faut mettre une pile. Avec la pile, le cœur va devenir régulier. C'est une façon d'expliquer. Donc, diapositive suivante, je crois que c'est en français. Donc, il y a 4 cases. Et chaque fois que vous avez une case qui est perdue, ça veut dire que vous n'avez plus de capacité de consentement éclairé. Ça va très vite, hein, je peux vous dire. Donc, vous voyez quelqu'un, vous expliquez, vous dites, alors hier on s'est vu, je vous ai expliqué pour votre cœur, qu'est-ce que vous avez retenu de notre explication? Est-ce que c'est bien clair la notion de pile? Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'intégration, la capacité. C'est vous qui m'avez dit qu'il faut mettre une pile. Ce n'est pas une capacité de discernement, ça, c'est une capacité d'acceptation. Diapositive. Diapositive. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique quand on regarde dans une population de personnes âgées qui sont hospitalisées? On va regarder combien n'ont pas de capacité de discernement. Diapositive. Alors voilà, c'est une étude anglaise qui a été faite aux urgences, puis après on les transfère dans une unité de médecine, 300 adultes de 64 ans. C'est des jeunes, hein, c'est très jeune à 64 ans. Ils ne peuvent pas rentrer dans mon service, ils sont trop jeunes. Je ne sais pas les soigner. Dans les 7 premiers jours, on va prendre le modèle CARE, on va les identifier comme ayant ou pas une incapacité à décider. Vous voyez, selon ces 4 cases, j'ai perdu la compréhension, j'ai perdu l'information, j'ai perdu le raisonnement. Aux urgences, s'ils ont une conscience altérée, une confusion, un état démentiel, évidemment, ils sont incapables de décider. Par définition, si vous êtes dans le coma, vous ne décidez pas. Aux urgences, et puis après, on va faire une interview semi-structurée. Une seule personne qui va se taper les 300 enregistrements, puis ils vont faire un vidéo-enregistrement de tout ça pour revoir si toutes les personnes ont... Vous imaginez la lourdeur du projet. Alors avançons, parce que vous n'en pouvez plus d'impatience. Les capacités mentales de discernement sont altérées 4 fois sur 10 dans cette population de 64 ans. Ça veut dire que l'autonomie de ces gens-là, quand bien même vous cherchez à leur faire passer un message, ne va pas être simple. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas expliquer, mais on va avoir un bémol de réussite. 3 facteurs sont significativement et indépendants associés à une incapacité de discernement. L'âge avancé, les troubles cognitifs et un proche qui a identifié l'anomalie cognitive depuis longtemps. Autrement dit, les familles vous disent très bien quand on discute, mais ça fait déjà longtemps qu'il a perdu un peu de capacité de raisonnement, qui mélange les dates d'anniversaire, qui ne sait plus gérer les périmés dans le frigo. Voilà les 3 facteurs. Donc quand vous avez ça, plus je suis âgé, plus j'ai un état cognitif altéré et plus j'ai un proche qui a repéré, moins mes capacités de discernement, quand vous tombez dessus au tenté, vont être importantes. Dans 76%, la perception des soignants sur l'intégrité des capacités cognitives est négligée. Les familles vous disent « il est très bien mon père ». Bon, il est très bien. Eh bien non. Diapositive suivante. Mes messages, pour finir. Diapositive. Donc, finalement, les soins palliatifs et la gériatrie, moi, je pense que c'est des jumeaux, ou des jumelles, si vous voulez, parce qu'on fait une approche globale de la personne tout à fait similaire, parce qu'on intègre la limitation des soins et de guérison partielle au sein d'une pathologie chronique mieux que d'autres, parce qu'il y a des situations aiguës où on a peu de besoin d'accompagnement. Je ne sais pas ce que va dire Luc, parce que malheureusement, il est sur le web, mais on a peu de situations aiguës où on a un besoin immédiat d'accompagnement. Pour le PM, là, c'était à nous de gérer ça. Et puis le vendredi, vous allez être disponible le samedi matin pour venir... c'est compliqué hein, quand même, la démarche des ressources. Les situations chroniques, les capacités de discernement sont déficitaires chez les personnes et donc ces décisions sont plus complexes. Et je vous ai mis pour finir ce truc-là qui me trotte depuis des années dans la tête, c'est ce challenge des 740 000 patients résidents d'EHPAD, où là, pour le compte, on a mis de plus en plus de D dans dépendance et dans maladie, et de moins en moins forcément de capacité de gérer au long cours ces maladies chroniques,
qui pose quand même des problèmes de récidive. Je reviens à mon assurance cardiaque. Diapositive suivante, et je crois que j'en ai fini sur cette partie que je voulais vous présenter. Luc, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends, oui. Est-ce que tu vois les diapos? Ah ouais, là, je vois les diapos. Alors, vas-y. Alors, j'y vais. Donc, c'est un cas clinique. Je vais me rasseoir pour t'écouter. Dans ce champ de la détresse respiratoire, donc la patiente arrive aux urgences, l'infirmière d'accueil va prendre les constantes. Mais au-delà des constantes, c'est l'aspect un peu grisâtre, l'aspect très dyspnéique qui inquiète. L'auscultation, comme d'habitude, n'amène pas grand-chose. Les antécédents, eh ben, elle est insuffisante cardiaque. Le reste ne pose pas trop de problèmes. Elle a le traitement qui va avec et elle est en EHPAD depuis 6 mois. Diapositive suivante. Alors, la première question est d'ordre purement médical. Philippe, je te laisse un peu gérer la salle que je ne vois pas, mais pour vous, est-ce qu'il y a un diagnostic qui est beaucoup plus probable que les deux autres? Thèse d'un œdème aigu du poumon, probablement avec un excès de gaz carbonique, ou alors vous dites c'est une pneumonie liée à un microbe, un virus, ou alors vous dites une embolie pulmonaire. Qui prend la A? Qui prend la B? Bon, la B, ça ne fait pas un tabac, hein, Luc, hein, je te le dis. Qui prend l'embolie pulmonaire? Il y a quand même des hésitations. Donc, ça irait plutôt dans l'œdème aigu pulmonaire avec un excès de gaz carbonique. Il y a pas mal d'abstentions. Hein. Bon, dommage pour les abstentions, mais diapositive suivante. En tout cas, ceux qui avaient répondu A sont probablement dans le vrai. C'est en tout cas la première hypothèse diagnostique que je ferais, ne serait-ce que parce que je sais que épidémiologiquement, c'est de loin la plus fréquente. Donc même sans réfléchir trop, j'y arrive comme ça. L'OAP, il est souvent hypercapnique chez le sujet âgé qui n'a plus les capacités à lutter contre la détresse respiratoire et très vite, il va sous-respirer. Et c'est pour ça que ces OAP sont un peu plus difficiles à gérer que chez le sujet jeune. Donc le traitement, c'est des bolus de nitré, c'est-à-dire de trinitrine, pour faire baisser la tension artérielle qui empêche le cœur de pousser le sang. Et puis un diurétique, que vous connaissez sans doute, le furosémide, et puis de l'oxygène au masque. Diapositive suivante. Alors, la titration par les nitrés, ça va, on y arrive toujours, hein, il suffit de mettre la dose. La patiente, quand même, ne s'améliore pas beaucoup cliniquement. Et là, je vous repose une deuxième série de questions. C'est que faites-vous? Là, elle est franchement en train de faire un peu comme le poisson rouge que vous avez sorti du bocal. Hein, vous avez l'impression que ça va mal se terminer très vite si vous ne faites pas quelque chose. Et vous avez 3 options. Vous appelez les réanimateurs, on l'intube, on la met sous ventilation artificielle, légèrement sédatée. Deuxièmement, vous mettez en place une ventilation non invasive aux urgences. Troisièmement, vous vous dites, ça va passer, il faut qu'elle pisse un peu avec le furosémide, je vais attendre quand même un peu de voir ce qui se passe. Là encore, Philippe, peux-tu faire voter, s'il te plaît? Alors, Luc, juste tu nous précises que l'intubation, si on met un tube dans la trachée, on met une machine. La VNI... Oui. La VNI, c'est un masque avec la même machine, mais c'est un masque. Il n'y a pas de tube dans la trachée et on n'a pas besoin de sédater le patient. Très bien. Donc, qui est pour... le réanimateur a dit, moi, à ce stade-là, il faudrait que je fasse une intubation, une réanimation, une admission en unité de soins intensifs. Qui est pour? Personne. M'étonnerait ça. Je vous préviens, son fils, il est professeur d'université. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, qui ferait de la VNI aux urgences? Alors là, écoute, je pense que certains hommes politiques seraient ravis d'avoir une majorité pareille. Et rien, on attend l'effet du furosémide. Quelques personnes, hein, je te donnerai les noms. C'est beaucoup des dames, elles ont... voilà. Donc plutôt, franchement, VNI aux urgences. Bien. Bon, ça a été également mon choix. Diapositive suivante. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, ça c'est le bon cas, elle a l'air plutôt assez zen là. Diapositive suivante. Alors la VNI aux urgences, c'est un truc qui est assez facile à mettre en place, hein, malgré tout, il n'y a pas besoin d'une compétence particulière, il faut quand même apprendre à régler la machine. Il y a une méta-analyse du groupe Cochrane, c'est-à-dire ce groupe anglais qui fait les très très grandes méta-analyses, qui montre que vous augmentez votre survie
moi, je suis un petit peu dubitatif sur cette méta-analyse. Quand je prends la principale étude avec 300 patients qui a été méthodologiquement bien faite, contrairement à d'autres qui sont dans la méta-analyse, vous voyez que les courbes de survie entre la VNI avec deux modalités qui sont la CPAP ou la NIPPV, mais peu importe, et rien, ça semble quand même pas changer beaucoup. En fait, vous améliorez votre patient sur les premières 24 heures. Vous l'améliorez cliniquement, vous l'améliorez gazométriquement, c'est-à-dire qu'il retrouve des gaz du sang qui sont un peu plus faciles à regarder. Par contre, la mortalité à J30 semble finalement très très peu modifiée par la VNI ou l'absence de VNI. En gros, vous réglez le problème aigu, ce qui pour l'urgentiste est quand même facile, c'est mieux, ça permet peut-être de voir la famille, de prendre un peu de recul. C'est toujours difficile de voir le patient qui décède sous vos yeux. Donc, on fait très facilement de la VNI, mais il ne faut pas en attendre quand même des miracles. Diapositive suivante. Alors, vous mettez en place votre machine de VNI, bien réglée, puisque c'est moi qui l'ai réglée. La patiente est pas bien adaptée à la machine. Ce n'est pas du tout la photo que je vous ai montrée avant. Elle n'est pas zen, elle s'agite. Alors, ça peut être l'hypercapnie, ça. Elle enlève le masque de VNI, c'est très difficile à gérer. Elle crie, elle geint, elle semble étouffée sur vos yeux. La désaturation, c'est pire avec la VNI qu'avant. Votre infirmière commence à vraiment être pas du tout bien. Et là, c'est là qu'on attaque le dur du sujet. Jusque-là, ça allait. Que faites-vous? Comment décidez-vous? Est-ce que la question, c'est est-ce que vous poursuivez cette VNI contre vents et marées? En gros, il va falloir attacher la patiente, l'empêcher de bouger la tête, quasiment peut-être la sédater, mais là, vous allez finalement tomber dans le coma, ce qui ne va pas faciliter la gestion de la détresse respiratoire. Ou est-ce que vous pouvez éventuellement repasser sur le point numéro 3? J'attends que le furosémide agisse en sachant que ça ne va peut-être pas forcément se passer bien. Diapositive suivante. Donc vous avez deux options là. Si vous voulez rester dans le curatif, c'est soit l'intubation en séquence rapide, c'était le point A de ma question précédente, sédation, ventilation assistée contrôlée, passage en réanimation. Ou bien le point 2, si vous ne voulez pas rester dans cette situation de VNI catastrophique qui ne se passe pas bien du tout, il va falloir enlever la VNI et comme la patiente étouffe sous vos yeux, il y a un choix qui pourrait être fait de sédation, d'arrêter l'oxygène puisque ça n'a plus de sens à ce niveau-là et ça va conduire à une fin de vie aux urgences. Alors là, je ne vous fais pas voter, je vous dis que nous, urgentistes, dans le cas de la malade précédente, vu tous ses antécédents, on aurait plutôt eu tendance à choisir la situation 2. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est les éléments de la décision. Quand j'ai mis « vous devez la prendre en quelques minutes », c'est parfois en quelques secondes qu'il faut prendre la décision. Autrement dit, si vous l'avez anticipé un peu dès le départ, c'est mieux. Vous pouvez avoir, à mon avis, 5 ou 6 éléments qui vont vous aider à prendre cette décision. Premièrement, l'épidémiologie générale de la maladie insuffisance cardiaque, Philippe vous en avez déjà parlé un petit peu avant, et on va revenir dessus avec quelques diapositives, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous savez estimer l'espérance de vie d'un insuffisant cardiaque qui était stable avant et puis qui là vient de décompenser? Comprendre la maladie chronique, je vous montrerai aussi une diapositive juste après. Beaucoup de poids va peser sur l'autonomie et la cognition de la patiente. Et donc, si vous avez pu recueillir des données qui vous disent elle sort peu de sa chambre, elle a un trouble cognitif qui est qualifié de mineur dans le dossier à l'entrée en EHPAD, mais franchement, quand vous interrogez par exemple l'aide-soignante de l'EHPAD, il n'a plus l'air tout à fait mineur. Ça fait 6 mois qu'elle est à l'EHPAD et le trouble cognitif semble s'être aggravé, ou alors il avait été sous-estimé à l'entrée. Vous pourriez demander des directives anticipées, je vous donne la réponse dans 98% des cas, il n'y en a pas. Voilà, donc problème réglé. Je vous demande l'avis, est-ce que l'avis de la famille a été anticipé? Ah ben non, la famille ne s'attendait pas du tout à ce que Madame G décède. Donc ils n'avaient pas envisagé le problème. Rien n'avait d'ailleurs été discuté là-dessus avec le personnel de l'EHPAD. C'est quand même une situation très fréquente. Enfin, vous pourriez vous dire, est-ce qu'il y a un lit disponible en soins palliatifs?
moi, urgentiste, dimanche 23 heures, je sais qu'il n'y en a pas. Et de toutes les façons, je ne vais pas transférer en soins palliatifs une patiente qui est en pleine détresse respiratoire. Ça ferait désordre dans l'ascenseur. Diapositive suivante. Alors finalement, le dilemme, il va se poser, si on veut élargir le champ, entre est-ce qu'on veut absolument augmenter la quantité de vie, c'est-à-dire le nombre de jours vivantes, indépendamment de leur qualité, qu'on va essayer de privilégier, ou bien est-ce qu'on veut augmenter la qualité de vie, c'est-à-dire que les jours qui lui restent ne soient pas atroces. Diapositive suivante. Un peu d'épidémiologie de ce qui se passe à Rouen. Dans mon service, vous voyez le nombre d'admissions de personnes âgées de plus de 75 ans, qui est d'environ 20 000 par an sur les 100 000, un peu plus de 100 000 passages dans le service. Et sachant que les patients de 75 ans, c'est 10% de la population française actuellement, eh bien, dans mon service, ça représente 20% des admissions. Donc inutile de commenter trop longtemps, mais les vieux viennent plus souvent aux urgences. Et quand vous avez un patient âgé, le risque qu'il soit hospitalisé augmente exponentiellement avec l'âge. Diapositive suivante. Et puis voilà le nombre de décès qui surviennent dans mon service. Je n'ai pas parlé des décès qui vont survenir dans l'hôpital, qui sont beaucoup plus fréquents, mais ça, c'est ceux qui surviennent au sein de mon service. Donc vous voyez, en 2019, on était à 253, et puis en 2022-2023, on est plutôt avec des chiffres qui sont dans les 350. Alors, sur ces décès, la quasi-totalité sont des décès où on a prononcé, alors soit c'était décidé avant, soit il a fallu que nous, on le décide en urgence, on a prononcé une décision de soins palliatifs. Donc, quelque part, c'est des décès, voilà, ce n'est pas l'arrêt cardiaque du jeune de 24 ans. Celui-là, il ne décède pas dans le service des urgences ou exceptionnellement. C'est les décès de personnes soit âgées, soit ayant une pathologie chronique de type cancer dépassé ou de type maladie neurodégénérative sur lequel il n'y a plus d'options thérapeutiques, qui vont décéder aux urgences. Donc on peut parler de décès entre guillemets attendus, même si, ou décès prévisible. Voilà, on savait qu'on n'avait plus beaucoup de marge de manœuvre, même s'il n'a pas été anticipé. Diapositive suivante. Je vous rappelle le nombre de passages annuels aux urgences qui ne fait qu'augmenter de façon linéaire depuis plus de 20 ans, avec un petit décrochage sur la période Covid, mais on est reparti de plus belle. Donc, les Français adorent venir aux urgences et on ne sait plus comment gérer le flux un petit peu, mais surtout les capacités d'hospitalisation de l'hôpital derrière qui n'est pas calibré pour assurer des lits disponibles en temps et en heure. Diapositive suivante. Alors, je vous avais promis une diapositive sur comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ces maladies chroniques. Si vous voyez la droite qui est en violet avec le chiffre 1, c'est le vieillissement physiologique primaire. Vous voyez que vous perdez peu à peu vos capacités et tout le jeu, c'est de ne pas franchir le seuil de décompensation qui est la ligne pointillée en rouge. Alors si vous avez une vieillesse heureuse, vous déclinez doucement, sans catastrophe. Mais dès que vous avez une maladie chronique, une insuffisance cardiaque, un cancer métastasé, ou tous les autres comorbidités dont Philippe Chassagne vous a déjà parlé, vous allez décrocher plus rapidement que la droite du vieillissement heureux. Ça va se passer avec un peu plus de complexité et vous allez franchir plus vite le seuil de décompensation que dans la vieillesse heureuse. Le problème, c'est que cette droite est souvent émaillée de décompensation aiguë. C'est typique de cette insuffisance cardiaque où là, je vous ai présenté, vous pouvez vous imaginer dans le chiffre 3, là, on vient de franchir brutalement le seuil de décompensation. On n'est pas resté sur la pente, certes un peu aiguë de la droite numéro 2, mais on a pris l'option numéro 3 avec une décompensation brutale. Alors, dans les bons cas, on va retaper un peu le malade et lui faire rejoindre sa pente de décompensation numéro 2, qui va d'ailleurs peut-être se casser encore un peu plus, mais dans quelques cas, le patient va décéder de la décompensation
et ça va être le décès. Et cette façon de voir les choses, elle est intéressante parce qu'elle s'applique un peu à toutes ces maladies chroniques. Et vous voyez bien qu'elle permet de dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Je veux dire, vous ne revenez jamais à l'état antérieur, vous reprenez toujours les choses plus bas que vous ne les aviez quittées, si toutefois vous arrivez à réverser les décompensations aiguës. Diapositive suivante. Je vous avais dit aussi, c'est toujours bien d'avoir un peu de chiffres d'épidémiologie en tête. Alors, le premier chiffre que je voulais vous proposer, il est très récent, je l'ai vérifié. L'espérance de vie à l'entrée en EHPAD, c'est 3 ans et 4 mois. Bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Et l'espérance de vie d'un insuffisant cardiaque, tout âge confondu, y compris les sujets jeunes, c'est 50% à 5 ans. Mais attention, si on regarde ces chiffres, en cas de décompensation aiguë chez un sujet de plus de 80 ans, là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus catastrophique. Déjà, 10% seront morts à J7. Donc ça veut dire décès aux urgences, il y en a quelques-uns, ou décès dans le service de gériatrie, parce que les cardiologues, quand les patients sont un peu trop gériatriques, préfèrent laisser nos collègues gériatres s'en occuper, on va dire. 25% seront décédés à 3 mois, 40% seront décédés à 1 an. Vous voyez qu'on est déjà bien plus, dans du bien plus dur que les chiffres de l'insuffisant cardiaque, tout venant à 5 ans. Diapositive suivante. Alors, le temps passe et on se retrouve le lendemain matin. Vous aviez pris l'option sédation par morphine et midazolam et votre patiente est calme. Elle respire très lentement, mais ça a l'air d'aller. Elle ne sature plus beaucoup parce que vous aviez eu le bon jugement, à mon avis, d'arrêter l'oxygène. Sinon, vous risquez de prolonger une agonie sans avoir beaucoup de bénéfices. Et le problème, c'est qu'elle est toujours aux urgences, là. Ça fait donc plus de 12 heures qu'elle est aux urgences. Et c'est le matin, il n'y a toujours aucun lit disponible dans les unités de soins, puisqu'ils n'ont pas fait encore sortir leurs patients. Et vous avez 4 options. Elle reste aux urgences jusqu'au décès. Ça peut durer 1 jour, 2 jours. Est-ce que c'est le métier des urgences de faire ça? Est-ce que vous allez essayer de l'hospitaliser en cardiologie? Bonne chance. Est-ce que vous allez l'hospitaliser en gériatrie? C'est majoritairement ce qu'on fait, nous, parce qu'on a une filière qui marche bien et qu'on s'entend bien avec nos collègues gériatres. Et est-ce que vous allez l'hospitaliser en soins palliatifs? Bien là, chez nous, les capacités d'accueil en soins palliatifs, elles sont saturées en permanence. Donc je dois avouer qu'on ne tenterait même pas parce que la réponse qu'on va nous faire, c'est qu'il n'y a pas de lit disponible. Donc quand on l'a entendu 80 fois dans l'année, on s'arrête. On s'arrête. Diapositive suivante. Et voilà, j'avais fini avec ce cas clinique et je suis prêt à écouter vos commentaires ou vos questions. Merci à vous.